Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ça doit être si je ne m'abuse, le 232 de Funeste Fred, tranquille, je le voulais, comme ça, tout tranquille, avec un, si ça vous dit, je n'ai pas le souvenir. Il n'en a pas encore été question dans l'un de nos numéros précédents, entendez, de lui, de cet auteur, en compagnie d'Henri Vincenot. Oui, le Vincenot de Bourgogne. Et de la même manière que je vous avais montré ce bouquin dans le numéro précédent, que je pensais avoir égaré, et avec le plus grand bonheur, je m'étais rendu compte qu'il n'en était rien, je l'avais toujours à mon domicile, ce bouquin, la semaine dernière, et cette semaine-ci, je me suis rappelé de cet ouvrage rare, relativement rare, en tout cas ce n'est pas le plus courant de lui, je ne pense pas. Ça m'étonnerait, que j'avais, de même chez moi d'Henri Vincenot un recueil dont je vais vous lire l'introduction tout de suite avant de vous en donner les références, il va sans dire, un recueil de poésie, des poésies, des poèmes, oui, qu'il avait intitulé, qu'il avait désigné comme psaume. Je vous salue Marie, ô Vierge de ma mère, pâle et brillant trésor des reposoirs secrets, sourire blasonné de lys et de chimères. Vous êtes, dans l'abîme grondant, le reflet d'un continent suprême et frôlé de merveilles. Vos couleurs de pastel nagent comme un bouquet jeté par l'âme d'un enfant qui se réveille de sa nuit pathétique, sable fin et doux laissé par le reflux des ondes sans pareil. Ô forme sur la grève encore chaste, trouvée le matin bien avant le cri des goélands, algue douce, Vénus dans sa valve incurvée, naissant où vient mourir le rêve déferlant. Ô étoile, figée en la houle irréelle, scintillante au fronton de nos espoirs tremblants. Je te salue, Marie, incroyable pucelle. Tu serais ange si, de tes seins blancs et ronds, l'homme n'avait sucé sa substance charnelle. Tu serais monstre si de ton bonheur profond ne coulait le tourment des douleurs maternelles, où je bois en tes pleurs ma consolation. Tu serais gouffre si les foules éternelles ne recevaient en toi miré éperdument l'écho dolent de leur ignorance rebelle. Il s'agit des psaumes à Notre-Dame, avec ce sous-titre en faveur de notre fils Henri Vincenot. Je vous montre ce recueil. Chai de Noël 1979. Alors, vous allez en entendre un deuxième fragment, et dans la foulée, il y en aura un troisième, si toujours partant. Si ça vous dit, bien entendu, de rester en notre compagnie, et puis nous aborderons un autre pan, de l'œuvre d'Henri Vincenot. Oui, c'est sa production poétique, ce n'est pas ce qui vient le premier à l'esprit quand on l'évoque, et ce recueil, il faut dire, bon, je vous ai déjà précisé son sous-titre en faveur de notre fils. Il s'agissait de Jean-Pierre, l'aîné de ses enfants, qui avait 4 ans en 1940, et c'est là qu'on va diagnostiquer une surdité irréversible. En 1940, ce n'était pas comme de nos jours. On pourrait revenir quelques instants sur le cas d'un Charles Maurras en son temps, le problème de surdité qui l'affecta tout au long de sa carrière, tout au long de son existence, et dont on sait aujourd'hui par les experts, les spécialistes médicaux, que ce problème pourrait être, de nos jours, il pourrait être résorbé. Ce problème qui l'affecta toute son existence pourrait être aujourd'hui résorbé par une simple intervention chirurgicale de 15 minutes. Et je pense qu'en 1940,
Non, ce n'était pas, certes, loin s'en faut, comme il en irait de nos jours. Son fils, toutefois, sera suivi, dans un centre à Paris et c'est la raison majeure qui fera que Vincenot va résider un certain nombre d'années dans la capitale, même si ce n'est pas, on s'en doute, quelque chose, qui lui rêvait, mais il l'assumera parfaitement. Et dans ce recueil, vous trouvez aussi, on nous précise d'introduction que certaines illustrations, les autres, à mon avis, elles ne sont pas signées, mais elles doivent être du Paternel, qui, vous le savez, mais j'y reviens. Sans tarder, j'y reviens. Il n'a pas fait qu'écrire, notre ami Vincenot. On nous précise en effet que les illustrations dans ce recueil, celles des pages 13, 17, 19, 27, 32, 37, 48, ce sont des dessins faits par le petit Jean-Pierre alors qu'il était âgé de 4 à 5 ans à tout casser. J'aurai l'occasion de vous montrer l'un ou l'autre de ces dessins. Alors, maintenant que je vous ai donné ces quelques indications, un autre fragment, le psaume numéro 2, très douloureux. Comme un oiseau mourant, tendu sur son tourment, je vais, planant, blessé de ta splendeur d'albâtre, portant en moi tes 7 douleurs infiniment, ardent à retrouver en toi à l'eau blanchâtre de vertu et d'humaine peine, mes soucis et mes maux et ma peine immense et opiniâtre. Miroir brûlant, je me contemple en toi aussi. Mon cœur est transpercé des mêmes hautes lances. Apprends-moi à souffrir en beauté, sans merci. Sont-ce mes courts péchés qui reçoivent vengeance? Et pourquoi de mon sang naît un enfant martyr, emprisonné dans un dur corset de silence? Vais-je porter comme toi, femme, ce soupir, comme un cadavre entre mes bras toute ma vie, et vais-je ainsi, tout pantelant, le soutenir? Ah, c'est en toi, étoile, c'est en toi, Marie, Vierge brisée en ton amour sanguinolent, le soir du vendredi, près de l'enfant, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Volant dans le nuage noir, l'ange ricane et glisse, c'est en toi que je vois mon modèle, luisant, afin qu'entre tes bras le mien s'anéantisse. Tu câlines le pur cadavre, l'innocent sous tes voiles de deuil, parfumé d'injustice. Oui, on pourrait s'aventurer peut-être à dire dans une certaine perspective chrétienne, vous savez, de ce qu'on nomme la souffrance expiation, c'est qu'Henri Vincenot était persuadé qu'il avait, pour ça, qu'il avait quelque part fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'il avait fauté. Et justement, il ne voyait pas ce qu'il pouvait bien avoir jusque-là à se reprocher. Nous l'avons dit en 1940, la guerre était là et à part cette camaraderie avec, oui, son pote Walter, simple soldat allemand, à qui il consacrera son ouvrage plus tard. Walter, ce Bosch, mon ami, oui, il y aura cette camaraderie, hein, il a toujours été et il restera sur tous les plans et il se voit comme ça et il l'assumera toujours de même. Pour ce qui est de son anticonformisme, hein, il assumera, mais durant la guerre, il va aussi être poursuivi, arrêté à un moment donné. Il est arrêté, embarqué par la Gestapo, parqué dans un camp pour résistants, dont il va rapidement s'évader. Il va devoir se cacher, s'arranger aussi pour que toute sa famille fût à l'abri. Bref, dans l'ensemble, non, hein, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher, avant, pendant, après, dans l'ensemble mais il s'interroge et il n'aura de cesse et il écrira pour ça déjà ce recueil qui attendra un certain nombre d'années, hein. Il va attendre, 39 ans, avant de le proposer à son éditeur de Noël pour l'édition que vous avez vue. Cette édition, je l'ai dit aussi, je pense bien, de 1979. Un troisième fragment
Pour terminer, un peu plus loin, j'ai sélectionné le 10. Je ne vous ai pas encore montré de dessin, alors pourquoi pas. Dessin du petit Jean-Pierre à 4-5 ans. Oui, avec ça n'apparaît pas très très bien, mais bon, voilà pour vous donner une idée. Hmm. Ou encore celui-ci. Voici. Hmm. Je vous montre l'une des autres illustrations, probablement d'Henri Vincenot. On ne précise nulle part si ces dessins sont de lui, mais c'est fort probable. Et encore une de Jean-Pierre. Le 10. Je jongle un peu avec mon ouvrage, pardonnez-moi, hein. Tu le vois vivre et dessiner sa trajectoire. Tu le vois vivre et dessiner sa trajectoire d'astre plein. Tu le sens près de toi respirer, ton fruit. Voici qu'il rit et de toi se sépare. Et voici qu'il grandit et se laisse admirer, fleur de tous nos espoirs dont tu es la racine. Dans cet humus grouillant qui plonge en nos bourbiers, voici que ton cristal a brisé la routine et chanté la révolte et filtré la clarté. Voici que de ton front gicle une voix divine. C'en est fait, notre attente a déjà trop duré. Un Dieu ne vient qu'à ceux qui déjà le possèdent. Un Dieu ne vient qu'à ceux qu'un risque a torturés. Un Dieu ne vient qu'à ceux que la clarté précède. Un Dieu ne vient qu'à ceux que la clarté précède. Un Dieu ne vient qu'aux entrailles prédestinées par le rêve de volonté que Dieu obsède. Et voici qu'il grandit, hors de toi prosterné, et monte plus brillant que les enfants d'essence, il va tout éclipser. Grande est sa destinée, car il est né sans les caresses du présent, sans le baiser brûlant des enfers de l'engeance, hors des halètements ridicules du sang. Il va grandir, se gonfler d'éclat. Sa brillance éclairera le temps d'un jet d'éternité et, né de rien, remplira tout de son silence. Petit Jean-Pierre, il n'est plus parmi nous, mais hélas, mais petit Jean-Pierre, devenu grand, fera une brillante carrière de... Oui, il sera réputé. Il fera une brillante carrière de maquettiste. Alors, je pense que vous devez être nombreux à l'apprécier, Henri Vincenot, oui, quelque chose me dit ça. Et quand on l'évoque, de même, souvent, ce qui vient en premier à l'esprit, médiatiquement parlant, allez, mettons médiatiquement parlant, on a toujours en premier lieu l'image de ce Vincenot qui s'est fait connaître sur le plan médiatique avec cette apparition, l'apparition de ce monsieur moustachu dans son fauteuil derrière son nuage de fumée. Un vendredi soir sur le... Oui, c'était, pour celles et ceux qui n'auraient pas connu cette époque apostrophe, c'était le vendredi soir en seconde partie de soirée, le magazine littéraire de feu monsieur Bernard Pivot, et il avait reçu pour la première fois, et c'est comme ça que beaucoup l'ont découvert. Incontestablement, ça fera beaucoup, oui, pour sa notoriété, pour accroître sa notoriété, et il avait invité pour la première fois Henri Vincenot lors d'un numéro d'apostrophe de 1976 ou 76, si vous préférez. Amis hexagonaux des autres pays francophones, usant de cette terminologie de 76. Et oui, incontestablement, cette apostrophe de 76 fera beaucoup pour ce qui est de cette médiatisation, de cette exposition de notre écrivain qui n'éprouvera guère de difficultés
pour ce qui est, une fois de plus, d'assumer les choses, hein, il ne devra pas fournir beaucoup d'efforts pour ce qui sera de se mettre en garde par rapport à ça, hein, par ce qui peut résulter, de cette visibilité accrue, de cette célébrité. Et puis tant mieux si beaucoup l'ont découvert à la suite de cette émission de télévision, et on évoquera encore le fait, oui, peu contestable que cette notoriété, il n'en jouira somme toute qu'une petite décade. Les choses vont très vite, hein, s'agencent un peu à la manière comme dans ces romans, avec une narration toujours bien ciselée, carrée. Les choses se suivent toujours trop bien, comme dans les romans de Vincenot, et il en sera de même dans son parcours. Il perd sa chère épouse au début de l'année 1984. Son épouse, il s'était marié en 1936, et il ne tardera pas à la suivre l'année suivante. Il ne se remet guère, à vrai dire, du départ de sa chère et tendre. Et voilà qu'en mai 1985, on lui diagnostique à lui, le crabe au poumon au mois de mai 85, et en novembre, 85, il s'éteint, la même année à Dijon, chez sa fille. Et oui, à côté de ce parcours classique tel qu'on le connaît, d'un écrivain reconnu en fin de vie, qu'on pouvait voir retraité depuis 7 ou 8 ans déjà au moment où il se montrait chez Bernard Pivot. Je pense qu'il n'y a pas que ça, vous l'avez compris, il n'y a pas que ça. Il serait bon de redécouvrir, dans toutes ses perspectives, car il n'a pas fait qu'écrire, hein, histoire de se renseigner, une bonne biographie pour se renseigner sur tout ce qu'il a pu écrire, hein, et aussi tout ce qu'il a pu faire dans d'autres disciplines, tout ce qu'il a pu produire, les projets pour lesquels il a été sollicité, dès les lendemains de la guerre, dès la fin des années 1940, pour ce qui était de réaliser des fresques parfois de grande envergure, presque de taille monumentale, pour des établissements scolaires, notamment artistes, artisans, peintres, et c'est moins connu encore, compositeurs de musique. Et il y a un petit bouquin, alors vous allez me dire, c'est de Pierre Vial. Ben oui, c'est de Pierre Vial, mais ceci dit, c'est l'un des meilleurs, entre guillemets, biopics, comme on dirait, aujourd'hui, avec certains accents de snobisme youtubesque contemporain, on va dire ça, mais je le dis, mais une très bonne biographie, une des meilleures biographies d'un écrivain, je vais dire, micro-biographie. Cette collection, c'est la collection Qui suis-je de Pardès. Vous serez peut-être d'accord avec moi, cette collection, elle est très inégale, mais quand ils sont bons, ils sont fichtrement bons, ces petits volumes. Et alors celui, consacré par Pierre Vial, qui l'avait, très bien connu, notre monsieur de Bourgogne, notre seigneur de Bourgogne de Dijon, Vincenot, son Qui suis-je par Pierre Vial, il est vraiment très complet, hein, tout en étant concis, et il n'oublie pour ainsi dire rien, vraiment très chouette. Si vous arrivez encore à vous le procurer, le voici. Le Qui suis-je, de Henri Vincenot, dans cette collection, de Pardès. Après absence, retrouver son terroir et sa race, c'est se retrouver soi-même et comprendre avec émerveillement et de quelle façon on est particulier. Et ça vous renforce solidement dans nos singularités, dont on voit naître très loin les plus profondes racines. Bon, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec ce qui est écrit, avec sa façon de voir dans ses romans à Henri Vincenot, et vous aurez saisi dans le même ordre d'idées que si, l'auteur de Ce Qui suis-je a jugé bon de mettre en évidence et au cœur de sa présentation, cette citation, qui devait parfaitement, il va sans dire, être assumée par son auteur, et à laquelle, bon, je ne trouve rien là dans l'immédiat à redire, mais vous aurez compris que là encore, c'est un des aspects de sa production. Et pour savoir un petit peu tout ce à quoi il a pu toucher,
Au cours de ses 73 années d'existence, il faut lire ce petit bouquin. Franchement, si vous arrivez encore à croyez-moi, l'une des meilleures bios d'écrivains. À chaque fois qu'il m'arrive de vous en montrer une qui peut être, désignée de la sorte, je ne manque pas l'occasion de le préciser, de vous le montrer. C'est clair que oui, lorsqu'il est passé chez Pivot, il avait déjà publié tout de même des bouquins qui n'étaient pas de la bibine, comme celui-ci, Le Centre Atlas. Alors, Le Centre Atlas, ça commence par l'histoire d'un ancien légionnaire. Oui, un ancien légionnaire la confrontation avec sa fille, hippie, dans les années 60. Au début, ça se présente comme ça n'a l'air de rien, entre guillemets, mais ouh, pour la suite, alors là, accrochez-vous. Le sang de l'Atlas qui avait été édité chez De Noël aussi. Et dans les livres publiés ultérieurement à sa révélation pivotienne, il y a La Bibaude, qui est sans doute le plus célèbre, et probablement celui qu'on aura le plus, celui-ci en tout cas pour sûr, fait lire dans les établissements scolaires. La Bibaude, disponible en folio, vous l'avez vu, l'histoire de son enfance bourguignonne. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais retiré de ma bibliothèque et on va terminer. J'ai très envie de vous lire l'introduction de ce chapitre. Il a également, hein, quand je vous dis qu'il a été un touche-à-tout, sur le plan éditorial aussi, des poésies, des romans parfois très, très durs, hein, très, très dramatiques, ou des évocations de la vie rurale, de la vie d'antan, mais on aurait tort. Allez consulter sa biographie, on aurait tort de le résumer à un chantre du monde rural. Très certainement, on aurait tort dans l'absolu. Et oui, il touche à tout et à un moment donné, il a touché à cette collection très, très célèbre éditorialement parlant, hein. On a tous été amenés à en lire au moins un ou 2 dans le cours de son existence. Permettez, je regarde où je l'ai posé, il ne doit pas se trouver très loin, son bouquin sur les chemins de fer. Oui, c'est la collection La vie quotidienne et il avait fait la vie quotidienne, Vincenot, il avait fait la vie quotidienne. Vous allez le voir, pareil, la vie quotidienne dans les chemins de fer au 19e siècle et cette collection La vie quotidienne, édition Hachette. Ce bouquin, je l'ai trouvé sur la rue, mais il y a quelques mois, hein, je n'étais pas peu fier en rentrant et j'ai vu qu'il en avait je me suis rappelé, plus précisément, honnêtement, oui, pour tout vous dire, je me suis rappelé qu'il en avait fait un autre, pour la même collection, qui était consacré à la vie quotidienne, bien sûr, mais c'était, la vie quotidienne des paysans de Bourgogne au temps de Lamartine. Je vous ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles il ne m'arrive plus de fréquenter aussi souvent, régulièrement, les bouquineries et notamment les bouquineries du centre-ville de notre capitale, que j'ai écumé durant un certain nombre d'années. Nous y reviendrons par le détour de l'une ou l'autre anecdote. Et si, bon, entendons-nous, hein, ne passez pas votre temps à aller. Ne faites pas de fouilles pour moi sur Amazon, certainement pas, ou ce genre de choses. Ça, je sais le faire, hein, pour ce qui est de commander, ne serait-ce que si j'ai envie de commander un bouquin par l'intermédiaire d'une filière comme celle-là, je sais le faire. En demandant, oui, la participation d'un ami, en m'arrangeant avec un camarade, je sais le faire. Mais si vous avez déjà chez vous un exemplaire ou un doublon de celui du Lamartine, je veux dire de la vie quotidienne des paysans au temps de Lamartine, là je serais, et si vous êtes partant pour me le refiler ou me le revendre, hein, me le revendre à un prix, nous allons dire, un prix compétitif, hein, un prix, je n'ai pas dit un prix honnête, voilà, un prix raisonnable, un prix compétitif. Si vous voulez, je serai partant. J'indique les références de ce bouquin aussi avec les références des autres en description et je vais vous lire
Je vais vous lire l'introduction de ce chapitre 1 de son bouquin sur les chemins de fer. Bon, il est né dans un milieu, ce milieu n'avait absolument aucun secret pour lui. Il est né dans ce milieu qu'il désigne comme une race. Et là encore, c'est tout à fait dans la plus complète décomplexion qu'il intitule son chapitre premier, La naissance d'une race. Oui, il était né dans un milieu de cheminots, et ici, vous aurez peut-être l'occasion, si c'est une première pour vous, d'apprécier son style, si ça peut vous donner envie, hein. Et là encore, j'en serais assez content, je dois dire, et pas peu fier. Alors, je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi, si ça vous dit, hein. Le texte de clôture, il va remonter, comme il aimait bien le faire de temps en temps, ou en complément à certains de, à certains de ses romans, remonter, à les voir plus loin encore, quand il nous parlait des racines, hein, le passé le plus éloigné qui nous ramène aux réalités les plus présentes. La naissance d'une race, premier chapitre du livre sur la vie quotidienne dans les chemins de fer au 19e, d'Henri Vincenot. Je vous retrouve dans moins d'une petite semaine. Merci à vous. Si vous aimez ce que nous faisons, c'est pas interdit de liker, de s'abonner non plus. Alors, dans les livres techniques qui traitent de ce grand sujet, dans les livres techniques qui traitent de ce grand sujet, on te parle des économistes et des philosophes qui ont lutté pour que triomphe l'idée du chemin de fer. On t'expose la façon dont les énormes problèmes financiers ont été résolus. On te cite les banquiers qui ont financé leur construction et spéculé sur leur réussite. Et on te donne aussi les noms des grands ingénieurs qui ont étudié les projets et mené à bien les travaux. Mais ce que l'on ne te montre pas souvent, c'est la façon dont l'idée du chemin de fer a saisi la société tout entière, et particulièrement le peuple. Et pourtant, moi, je te le dis, si les mésaventures des Pereire, des Rothschild, des Thiers et autres morgnis méritent d'être comptées, la façon dont le peuple a empoigné cette affaire a autrement de couleur et de panache. Au demeurant, cela nous touche de plus près, sur le plan de la sociologie, de la philosophie, certes, mais surtout au niveau du cœur. Représente-toi bien la chose. Tout à coup, à la fin du premier tiers, pardonnez-moi, du premier tiers du 19e siècle, la nouvelle se répand que des convois de 20 diligences, attelées les unes aux autres et tirées par des monstres d'acier crachant vapeur et grondant tonnerre, roulent à des vitesses effroyables sur deux longues ornières de fer et qui enjambent les vallées, sautent les rivières et perforent la montagne. Voilà de quoi soulever une fameuse vague de curiosité et un sacré enthousiasme, n'est-il pas vrai? Surtout dans ce monde si complexe et si actif des artisans, et particulièrement dans les métiers du métal. Cette chaudière où naît l'énergie, ces pistons, ces embiélages qui la transforment et la jugulent, ces ornières de fer, posent pour eux des problèmes passionnants. Surtout des problèmes de détails et de spécialités dont la solution les pique au vif. Le forgeron de village, le chaudronnier, le serrurier, le compagnon ajusteur veulent voir de près la façon dont ces problèmes ont été résolus, pendant qu'ils ferrent les chevaux du village, qu'ils forgent la grille du bourgeois, qu'ils rafistolent le Brabant ou la herse du cultivateur. Ils piétinent tous d'impatience, ils piaffent tous comme de jeunes pur sang, à qui l'on ne demande plus que de se laisser battre. Il y a aussi tous les maçons, les tailleurs de pierre, qui sont prêts à quitter leur petit chantier de village, la broutille, pour aller regarder comment on fait un viaduc, et si possible y mettre la main. Alors, ils laissent tout en plan, renouent la valise à quatre nœuds, saisissent la canne de compagnonnage et les rubans, et poussés par le démon de la route, reprennent le trimar. Ils se fabriquent quelque part une telle merveille, alors on ira voir ça. Adieu, bourgeoise, et en avant, compagnon.
En marchant, on chante les airs de compagnonnage, car on est gai dans la coterie et heureux de vivre, ivre d'espace, de changement et de nouveautés. Et puis, en ce premier tiers du 19e siècle, on n'a plus si souvent l'occasion de participer à une œuvre de cette ampleur-là. Des cathédrales, voire des églises, on n'en construit plus. Des châteaux, il y a belle lurette qu'on n'y fait plus que des travaux d'entretien. Et encore, n'est-ce le plus souvent que pour l'agrément et l'orgueil d'un gros bourgeois qui ne voit dans sa glorieuse bâtisse qu'une preuve de sa réussite personnelle ou même de celle de son papa, mais une entreprise de grandeur et de prestige qui doit apporter le bonheur à tous. Voilà qui va nous redonner du cœur au ventre et dans la tête la joie d'œuvrer pour une grande idée, le bien du peuple. Oui, garçon, ils pensaient à ça, les compagnons, qui, marchant à grandes étapes sur les routes, les souliers à l'épaule pour éviter de les user, cheminaient par groupes, gitant dans les maisons des compagnons, qui reprenaient vie pour rejoindre les chantiers qui s'ouvraient ici ou là. Un beau jour, ah, le beau jour, ils arrivaient enfin en vue de l'un de ces chantiers, et ce qu'ils voyaient alors dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé en cheminant, car un chantier de construction de chemin de fer, c'était comme une ville, 1000, 2000, 3000 hommes logés par corps de métier dans des baraquements séparés, des écuries de plein air où, à la corde, étaient alignés au repos plusieurs centaines de mulets, de chevaux, plusieurs centaines de couples de bœufs, devant les cabanes des muletiers, des galvachés, des cochers, là-bas. Les fours de campagne qui cuisaient nuitamment le pain de tout ce monde, avec 8 ou 10 brigades de boulangers, mitrons, apprentis. Ailleurs, les cuisines roulantes, les réfectoires abris plus loin, les forges pour l'entretien et la retrempe des outils, le ferrage des mulets, le cerclage des roues, la réparation des 300 tombereaux, des 600 brouettes et des wagonnets de fer, eux-mêmes montés sur rails que l'on utilisait là pour la première fois, et tout cela peuplé de charrons, de bourliers, de l'autre côté du chantier, bien séparés pour limiter les occasions de bagarre avec les gens du fer et du bois, les cahutes des gens de la pierre, goujats, apprentis, compagnons, maîtres maçons, tailleurs de pierre, charpentiers en échafaud et pontonniers, vieille noblesse, compagnonique, toujours aussi fière, chatouilleuse, secrète et savante que les frères pontifes, dont ils avaient encore, pour signer leurs œuvres, les pétroglyphes qu'ils étaient allés chercher peut-être au-delà de Saint-Jacques de Compostelle, au bout du chemin des étoiles. Va savoir. Il y avait aussi les bûcherons pour le déboisement préalable et enfin l'armée des terrassiers, piétaille cuite et recuite à tous les soleils de France et de Navarre. De France et de Navarre. En bonne place, bien sûr, les bureaux d'embauche, toujours en fièvre, envahis par les transfuges et les mécontents, puis ceux de l'intendance et les cahutes des géomètres, les gens du trait. S'ils employaient le mot de cahute ou de cahute, c'est qu'ils venaient en droite ligne des grandes heures du compagnonnage, car on le retrouvait ici, ce monde fermé, jaloux de sa connaissance, dictant sa loi à la piétaille. Mais attention, il se trouvait que les 3 ordres y fussent rassemblés au hasard de l'embauche sauvage. Les enfants du père Soubise, les enfants de maître Jacques et les enfants de Salomon. Je sais bien que tous ces enfants étaient alors confondus sous le nom de compagnons du devoir du Tour de France. Mais des rivalités subsistaient entre les Cayennes, des rivalités qui remontaient sans doute au plus haut Moyen Âge, où les enfants du père Soubise étaient sans doute les constructeurs du roman, vivant dans l'ombre des monastères bénédictins, alors que les enfants du maître Jacques, vivant dans les petites maisons cayennes des abbayes cisterciennes, avaient lancé le gothique. Cet art de sorcier en grec, goétis, veut bien dire sortilège, et les Goths n'ont pas affaire ici.
Aussi bien tous ces corps de métier restaient-ils groupés, ne se mélangeant que pour des raisons de prestige, les enfants du père Soubise continuant à régler, avec ceux de maître Jacques, des comptes remontant, qui sait, au temps mégalithique. Il y avait ainsi des batailles dans le sein même du chantier. Pour les apaiser, on n'admettait pas la maréchaussée, pas de bicorneaux dans nos affaires, telle était la consigne. Le chemin de fer a conservé de cette époque une sorte d'extraterritorialité et sa propre police. S'il y avait des morts, et il y en eut, alors l'affaire passait aux gendarmes et à la justice, mais tout le monde avait bouche cousue. Personne ne parlait, même ceux des Cayennes rivales, même ceux qui n'étaient que des tâcherons libres. Et c'était là le premier miracle du chemin de fer. Il créait sa coterie, une race naissait. Je le répète, tu ne comprendras pas la suite de cette longue histoire de la vie des cheminots tant que tu n'auras pas saisi l'importance de ce fait. La plupart des constructeurs des chemins de fer venaient du compagnonnage. Cette caste, fort peu connue, où les secrets se transmettent de bouche à oreille, rassemblait encore les spécialistes de la grande maçonnerie et de l'échafaudage. Sans doute, au début du XIXe siècle, les secrets des ordres constructeurs s'étaient-ils perdus avec les souvenirs de leurs mystérieuses origines. Mais l'institution existait encore et les compagnons se reconnaissaient entre eux par certains signes et attributs. Par exemple, lorsqu'ils cheminaient par le port d'une canne portant certains symboles et des flots de rubans rituels, et par une boucle d'oreille, ce qui explique sans doute que dans certaines listes de paix des premiers chantiers figure, en face de certains noms, la mention, oui, la mention compagnon bouclé. Henri Vincenot, 1975. Merci à vous et à bientôt.